L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Réalisation Mohamed Kamara, conducteur technique Ibrahim Adas, Silla, cadrage Fodé Kamara. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci une fois encore de nous préférer. Bienvenue dans l'émission Comprendre l'actualité, le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi à partir de 9h05 en réseau synchronisé sur Pacifique FM à 0 Corée à modulation de fréquence à 96.6. Mais également partout où vous êtes, vous avez la connexion www.sabarifm.com, c'est le direct. Merci de nous choisir. Nous sommes jeudi 14 juin 2018. Nous sommes ensemble pour au moins une heure. Au menu de ce rendez-vous, un seul sujet. Nous allons parler de l'actualité avec notre invité parcours ce matin. Vous le savez, il a été annoncé sur les différentes pages de notre groupe depuis hier. Son nom, c'est Kalimodou Yansane, vice-président de l'UFDG chargé des affaires économiques et de développement, député à l'Assemblée nationale où il est le président de la commission énergie hydraulique, également tête de liste de l'UFDG dans la commune de Matoto lors de la dernière consultation électorale. Je parle bien sûr des communales du 4 février dernier. Avec lui, nous allons parler de ce mémo déposé au Premier ministre. Qu'est-ce qui lui rassure dans cette démarche, au même moment que l'opposition annonce des manifestations après le Ramadan, n'est-ce pas un contraste dans la démarche à la recherche de la stabilité politique? Également, avec lui, nous parlerons de cette nouvelle campagne lancée par les autorités, coup de poing pour rendre Conakry propre. D'autres questions viendront meubler ce débat. Déjà, les experts sont installés dans ce studio. Ils sont trois autour de moi ce matin pour en débattre. Bonjour Abouakar Kondé. Bonjour Malik, bonjour à tous. Bonjour Koloba Koivogi. Bonjour à tous. Bonjour Amadou Makissa Gaïlo. Bonjour à tous. Déjà sur l'écran, vous voyez notre invité déjà installé, honorable Kalimodou Yansane. Bonjour. Bonjour monsieur. Une fois encore, merci de nous rejoindre dans cette émission. Bienvenue à tous. Merci. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Voilà, une fois encore, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette émission. Je le disais, notre invité parcours, Kalimodou Yansane, vice-président de l'UFDG chargé des affaires économiques et de développement, mais également président de la commission énergie et hydraulique à l'Assemblée nationale, tête de liste de l'UFDG dans la commune de Matoto. Avec lui, nous allons passer au peigne fin, ce qui domine l'actualité. L'actualité reste également dominée par l'ouverture ce jeudi même de la Coupe du Monde Russie 2018 et en Guinée. L'actualité reste focalisée par le choix de la Guinée quant à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Le choix de la Guinée, selon en tout cas des informations relayées dans la presse, beaucoup spéculent là-dessus que la Guinée a choisi finalement le trio américain au détriment de la candidature marocaine. Alors, honorable Kalimodou Yansane, comment vous réagissez à ce choix s'il s'avère que effectivement la Guinée a choisi le trio américain? Bon, puisque vous dites qu'il y a beaucoup de spéculation dessus, si je devais personnellement choisir, j'aurais choisi le Maroc pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un pays africain, c'est un pays qui est proche de la Guinée, c'est un pays qui soutient beaucoup la Guinée. Et je ne sais pas comment on peut, pour un Guinéen, voter contre la candidature du Maroc, surtout que ce n'est pas la première fois que le Maroc manifeste sa candidature. Le trio américain, le Mexique, le Canada et les États-Unis, je crois que ce n'est pas... Pour le football, c'est un peu difficile. Parce que dites-vous bien, il y a des villes des États-Unis qui sont à 5 heures de vol d'avion de certaines villes de Mexique. Ce n'est pas des coins qui sont proches.
Si vous prenez, par exemple, Montréal et Los Angeles, il faut compter peut-être 6 à 7 heures de vol. Alors que d'ici le Maroc, c'est pas loin. Je pense que la Guinée aurait mieux fait de voter pour le Maroc. Qu'est-ce qui vous fait croire que la Guinée a voté contre le Maroc? Bon, je ne sais pas si la Guinée a voté contre le Maroc ou pour le Maroc. J'ai dit que la Guinée devait voter pour le Maroc. Mais certains disent que la Guinée a voté contre, d'autres disent que la Guinée a voté pour. Je dois vous dire qu'en matière électronique, à ce niveau, la confusion n'est pas possible. J'ai été au Parlement européen en Belgique, à Bruxelles. Plus de 700 députés qui votent simultanément. Vous pouvez voter sur le bouton jaune pour l'abstention, le rouge pour voter contre et le vert voter pour. Vous comprenez? Dès que vous appuyez sur le bouton, votre vote est enregistré automatiquement devant votre nom. Avec l'évolution actuelle de la science, c'est très 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 difficile, très improbable que vous puissiez voter pour Paul et que le vote soit comptabilisé pour Pierre. C'est ce que je peux vous dire. Voilà, moi j'ai une autre préoccupation toujours par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un peu si on votait par exemple le trio américain? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enjeux qui pourraient amener par exemple les dirigeants guinéens à changer tout de suite le choix qui était prédestiné quand même au Maroc? Je ne suis pas à ce niveau. Je ne peux pas donner le secret de Dieu. Il se peut que peut-être que M. Antonio ait fait la campagne en faveur du Maroc. Ça, c'est incontestable. Ça a été vérifié. Il était l'un des ambassadeurs. Il n'est pas exclu qu'à la dernière minute qu'il a reçu par le biais des lobbies ou bien par le biais des politiques des instructions de voter contre ce qu'il a fait dans la campagne. Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez faire allusion un peu à la menace de Donald Trump qui a dit, et il a averti quand même à tous les pays qui voteraient contre la candidature américaine? Non, c'est plus politique. Je crois que la Guinée n'est pas un enjeu important pour les États-Unis. La Guinée est tout petit pour ça. Hein. Mais je pense que si Antonio a fait la campagne pour le Maroc, il a fait beaucoup de contacts, il a pris des contacts, il a fait des réunions en faveur du Maroc, qu'il vote contre le Maroc. S'il n'y a pas une instruction particulière, il n'y a pas un lobby particulier, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Et ça m'étonnerait quand même qu'on puisse dire qu'on puisse voter pour le Maroc et que le vote soit comptabilisé pour les États-Unis. Vous faites allusion à quel lobbying par exemple? Parce qu'un président de la fédération, c'est quelqu'un qui est autonome en termes d'institutions. Dans ce monde, il y a beaucoup de lobbies. Hein. Il y a le lobby des gouvernements, le lobby des hommes d'affaires, le lobby de toutes sortes. Hein. Et même au niveau de la FIFA, il y a des lobbies partout. Oui, moi, je ne parle pas de corruption, moi je parle de lobby. Je veux juste dire, comment vous analysez la réponse d'Antonio par rapport aux accusations portées contre sa personne quand il dit par exemple que je n'ai pas voté contre le Maroc et que sa voix serait détournée? Oui, j'ai suivi le communiqué aujourd'hui de la Fédération guinéenne de football qui dit que la Guinée a effectivement voté en faveur du Maroc. Si tel a été le cas, c'est pas difficile de prouver. Il faut le prouver. Moi, j'ai vu, je crois, sur Facebook hier, des affiches qui donnent le nom des fédérations et puis le vote que les fédérations ont eu à faire. D'accord. C'est un document officiel aussi. Voilà. On ne parle pas trop sport, on aura le temps d'en parler tout à l'heure à partir de 10h dans l'émission Balle au pied. Nous sommes dans Comprendre l'actualité avec notre invité Kalimoudou Yansane. Avec lui, nous allons parler beaucoup plus politique. Je l'ai annoncé en entame de cette émission. Alors, honorable, nous parlons de l'actualité politique et elle est aussi liée à cette démarche voulue par le Premier ministre lors de sa visite chez le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo. Kassori a été mis devant le fait sous prétexte qu'il y a des points de clivage qui opposent l'opposition souvent au pouvoir. Il a aussitôt demandé à ce qu'un mémo lui soit adressé. Ce que vous avez fait, vous faisiez partie quand même des personnes qui ont déposé ce mémo. Est-ce qu'on peut en savoir un peu le contenu de ce mémo? Bon, mais je crois que... Merci bien. Je crois que les médias donnent trop d'importance à cette affaire de mémo. C'est important. Mais je vais m'efforcer un peu à vous... En quoi c'est pas important? À vous parler de ça encore.
C'est très important, mais ce n'est pas aussi important que vous le pensez. Ce n'est pas du nouveau donc. Ce n'est pas du nouveau dedans. D'accord. Vous vous rappelez, comme vous l'avez dit, M. Kassou Fofana, l'actuel Premier ministre, dès sa prise de fonction, il a trouvé utile de rendre visite l'honorable Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et chef de file de l'opposition guinéenne. Au cours de cette visite, le président Cellou a pris tout son temps pour briefer le nouveau PM sur la situation socio-politique de la Guinée. Vous vous rappelez aussi que le PM Kassory était un ancien opposant. Il est d'ailleurs opposant. Ancien. On a battu le pavé ensemble. Il était sur le toit de son véhicule. On était sur le capot ensemble. Aujourd'hui, il est Premier ministre, donc il connaît à peu près les 50%, pour ne pas dire les 100% des problèmes politiques aujourd'hui. Et donc, le contenu du mémo que vous demandez, ce n'est pas autre chose que le résultat de tous les dialogues depuis 2013. Vous vous rappelez, depuis 2013, depuis juillet 2013, il y a eu le premier dialogue avec M. Seyd Zanit, dialogue qui a été sanctionné par la signature de partis politiques, de la communauté internationale, du gouvernement, et jusqu'aujourd'hui, les actions qui ont été inscrites au titre de ce dialogue ne sont pas encore exécutées, jusqu'aujourd'hui. Il y a eu donc dialogue, le premier, c'était en 2013, si je ne me trompe pas, c'était en juillet 2013. Ça, c'est en route vers les législatives. Voilà. Et il a été prévu d'organiser les élections législatives communales en 2014. Nous sommes en 2018. Jusqu'à présent, nous n'avons pas les résultats des élections communales. Donc, il y a eu encore dialogue en 2014. Deuxième dialogue. Dialogue en 2015. Dialogue en 2016. Aucun point de ce dialogue-là. L'essentiel des points inscrits à ce dialogue ne sont pas encore exécutés aujourd'hui. Tout autour de quoi? Premièrement, le fichier électoral, qui est gonflé dans certaines régions et minoré dans d'autres. Donc déséquilibré complètement. Deuxième point, la CENI, qui n'est pas paritaire, puisque l'administration est du côté de la mouvance. Troisième problème, les enquêtes autour des tueries que vous avez constatées aussi dans les rues en Guinée. Troisième problème, la neutralité de l'administration. Quatrième problème, l'indemnisation des victimes des pillages. Cinquième problème, libre accès des médias d'État aux partis politiques. Il y a beaucoup d'autres points. La seule chose qui a été exécutée à date, c'est les élections communales qui ont été exécutées en février 2018. Donc, le mémo que nous avons envoyé au Premier ministre Kassory contenait l'explication chronologique de tous les faits qui sont passés depuis 3 mois après la prise de service du président Alpha Condé. Parce que les conflits avec lui ont commencé dès qu'il a pris service. Parce qu'il était prévu dans les accords de Ouagadougou que dès après l'élection présidentielle, on organisait aussitôt les autres élections. Et comme il a vu qu'il était crédité de 18%, il a dit qu'il ne voulait pas de fichier. Le fichier qu'il a fait élire, il ne voulait plus ce fichier-là. Il a fabriqué notre fichier. Vous avez connu les péripéties entre SAGEM et le bureau d'études, comment il s'appelle, sud-africain Waymark, et jusqu'aujourd'hui. Donc, depuis 3 mois, 3e mois de la prise de service du président Alpha Condé, on est révélé les contagieux jusqu'aujourd'hui. Donc, à la faveur de l'arrivée de nouveau Premier ministre, avec l'énergie qu'on connaît en lui,
Et le fait qu'ils soient venus aussi chez nous, poser le problème, demander le PV et le mémo, on était contents. Donc on a préparé ce mémo et on a préféré le déposer à main propre, de façon solennelle, pour ne pas que les malins disent non, le PV n'a pas été transmis. Moi-même, j'étais de la délégation, on est venu, il nous a bien accueillis. Il a lu le PV devant nous. On lui a donné nos points de vue et il a promis de saisir qui le doit. Donc voilà, donc... quand vous dites, quand il promet de saisir qui de droit, qui est ce qui de droit selon vous? Le président Alpha Condé, alors que lui, il est le Premier ministre est celui qui est l'ordinateur, plutôt l'initiateur du dialogue social. Oui, je sais que s'il y a son dessus déjà, au-delà du Premier ministre, il y a déjà quelqu'un d'autre décideur, le processus n'est-il pas biaisé davantage? Non, il y a toujours le président qui est au-dessus du Premier ministre. Le président, c'est l'institution fêtière de la Guinée. Donc, quand je dis qui le doit, c'est d'abord le président de la République. Ensuite, les acteurs impliqués dans la négociation. Le ministre de l'administration du territoire, qui est le président du comité de suivi des accords, la mouvance, l'opposition que nous sommes, et le groupe, l'Alliance démocratique du président Sidi Atoué. Donc, quand je dis qui le droit, c'est pas seulement le président, c'est non seulement le président, le ministre de l'administration du territoire, qui est le président du dialogue, et les partis concernés. Même le ministre de la Justice aussi est concerné. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas d'extraordinaire dans ce que vous avez déposé, pratiquement, c'est les mêmes choses qui sont revenues depuis 2013. Alors, pour cette fois-ci, avez-vous une confiance en ce Premier ministre? Vous pensez qu'il peut réussir ce que les autres ont échoué de faire? Bon, on ne peut pas dire qu'on a confiance absolue. En politique, il n'y a pas de confiance. Hein. Il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Mais s'il n'y a pas de confiance, il y a toujours des recours. Si on n'a pas gain de cause, il y a toujours des recours. La loi a tout prévu. Hein. Mais pour le moment, on lui fait confiance, il s'approuve du contraire. Il sait que le Premier ministre Kassori, il connaît parfaitement la situation politique et économique de la Guinée. Il est là depuis très très longtemps. Il était, comme je l'ai dit tout à l'heure, opposant. On a marché ensemble, on a protesté ensemble. Il a un parti politique d'opposition qui vient de fondre avec la mouvance. Donc, je pense qu'il connaît suffisamment. Est-ce qu'il y a une échéance qui vous a été donnée? Le délai de grâce. Est-ce qu'il y a un délai de grâce ou bien quelque chose comme ça? On a voulu un peu le respecter aussi. On n'est pas là pour donner des leçons ou pour faire des dictats, mais il y a toujours des délais raisonnables. Nous avons déposé le mémo la semaine dernière pour lire un mémo de quelques pages et prendre des décisions sur des sujets qui sont connus, qui ont été discutés. On n'a pas besoin d'un mois pour ça. Nous estimons que dans une semaine, 2 semaines maximum, le PM Kassori aura pu réunir les éléments qui sont concernés autour de lui pour prendre une décision. C'est facile par rapport à ce que vous avez comme grief de prendre une décision en moins d'une semaine, 2 semaines, je ne sais pas. Il faut donner le temps quand même au Premier ministre. Oui, je dis que le Premier... Parce que vous annoncez déjà la reprise des manifestations dès après le mois de Ramadan. Ça finit demain, Inch'Allah. On n'a pas fixé une date pour les manifestations. Mais déjà, ça sonne dans l'opinion que juste après le Ramadan, c'est les manifestations. On doit informer les populations. C'est-à-dire que... Parce que la question d'Aboubacar Condé est vraiment pertinente par rapport à ce deadline. Je dis... Il faut donner du temps au Premier ministre qui puisse travailler sur le dossier. Nous lui faisons confiance pour le moment. On lui a soumis un dossier de quelques pages. Il va l'examiner. Il va contacter les... Quelques pages, mais au contenu quand même très lourd. Mais le contenu est connu. C'est vrai. Le contenu est très lourd. Non, il n'est pas lourd parce qu'il est connu. Parce que vous avez cité au moins 6 points. 6 éléments. Il y a plus de 6 éléments. Il y a plus de 6 éléments. Qui sont les éléments les plus phares. Voilà. Les nouveaux éléments qui font achauffer la situation, c'est le contentieux électoral. Pour la communale. Le contentieux actuel, qui est le plus urgent aujourd'hui. Parce que les communes ne sont pas gérées aujourd'hui. Hein. Les communes sont aujourd'hui gérées par les secrétaires généraux à tous les niveaux. Je disais, j'ai pas fini. Oui. Je disais, on ne donne pas un délai fixe, ferme, comme une instruction au Premier ministre. Mais nous disons qu'il connaît la situation, ou qu'il est censé connaître la situation. 1 semaine, 2 semaines, à mon avis, suffit largement pour donner un début de réponse. Si dans 1 semaine, on n'a pas la réponse, dans 2 semaines, on n'a pas la réponse, ce n'est pas moi qui vais le décider,
Ce n'est pas la CENI qui va décider, c'est l'opposition dans son entièreté qui va se retrouver, qui va tirer les leçons. C'est quoi la priorité parmi ces panoplies de revendications? Tout est prioritaire. C'est qui est urgent. Même quand vous parlez des enquêtes honorables, vous savez que tout est prioritaire. C'est compliqué. Non, indemnisation, vous savez que c'est compliqué. Attendez, tout est prioritaire. Mais ce qui est urgent aujourd'hui, d'abord, c'est la loi sur la CENI. Vous savez, elle doit être votée par l'Assemblée nationale. Et notre session prend fin le 4 juillet. On n'a pas beaucoup de jours d'ici le 4 juillet. Il faut que la loi soit discutée par le Parlement, transmise au gouvernement pour avis, avant d'être votée encore par le Parlement. Tout ça avant le 4 juillet. Quel est le contenu de cette loi? Donc, c'est la loi sur la CENI. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour une loi, une CENI plus technique, conformément aux inscriptions des accords. Donc, la loi sur la CENI, pour moi, aujourd'hui, est la pièce prioritaire, puisqu'il y a un délai qui est lié à ça. Au plus tard, le 4 juillet, cette loi doit être votée. Après vient la loi sur la CENI. La CENI sur la CENI, oui, la loi sur la CENI. Puisque la nouvelle CENI doit être en fonction avant premier trimestre 2019 pour organiser les nouvelles élections législatives. Troisième chose qui est sur le tapis, qui est aussi urgent, c'est le contentieux électoral. De mon point de vue, c'est la chose la plus facile à régler. On a voté. La loi dit aucun PV ne doit être écarté. Le vote des militants doit être respecté. On s'est rendu compte que dans certaines communes, les CACV ont carrément écarté certaines enveloppes, donc n'ont pas totalisé les voix des citoyens. Ou alors ont attribué les votes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des militants à d'autres personnes pour lesquelles les gens n'ont pas voté. Nous avons les preuves de ça. Si vous prenez Matutu, vous avez présenté tout à l'heure comme étant le candidat à tête de liste de Matutu. Moi, j'avais un représentant dans chacun des 959 bureaux de vote de Matutu. Et après le vote, chacun de ces représentants est revenu chez nous, dans notre QG, avec le PV signé par tous les membres du bureau. Donc c'est ce qui reflète la réalité des votes. Moi j'avais donc tout le système, tout le matériel informatique nécessaire pour faire les classements nécessaires. Donc j'avais tous les résultats de tous les partis politiques, de tous les bureaux de vote, 24 heures après la fin du vote. Nous avons ces résultats. Et tout s'est bien passé jusqu'au dernier jour. Le dernier jour, on a coupé la lumière au niveau de la CACV, on a bouclé les issues et on a dit qu'il manque 92 PV. Comment les PV peuvent manquer alors que ceux qui étaient présents des commissions de bureau de vote, c'est des gens qui sont désignés par la CENI. C'est la CENI qui les paye, c'est la CENI qui les forme, c'est la CENI qui les gère. Comment vous pouvez désigner quelqu'un pour aller vous reprendre dans un bureau à côté et qui ne présente pas, qui ne dépose pas le résultat? D'accord. Donc nous avons dit, oui, nous avons les copies des PV sortis des bureaux de vote qui ne sont pas conformes au résultat de la totalisation au CACV. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, c'est ça la vérité. Non. Vous avez les originaux des documents dont nous avons copie. Alors sortez les originaux que vous avez sous la main, on va les comparer aux copies que nous avons et puis on tire le problème est réglé. Oui, mais moi je là-dessus, Malik, excusez-moi, là-dessus, je pense que les partenaires, je crois, de la Guinée avaient déjà fait une proposition de sortie de crise concernant ces achoppements entre vous. 1000 propositions ont été faites pour sortir de la crise là. La première chose qui est la plus simple, c'est de sortir les originaux, les comparer aux documents que nous détenons et donner la vérité à qui le droit. La première des choses. Ça, c'est la première. La plus simple à faire. Et la plus honnête aussi. Deuxième chose, ils ne veulent pas. Couper la poire en deux. Couper la poire en deux, comme on le dit, négocier. Puisque si à contentieux, la loi aussi autorise la négociation. On a dit on est ouvert à la négociation. On vient à la négociation, on dit bon, les quartiers qu'on nous a indûment enlevés, on les restitue.
puisque dans les quartiers, tout le monde se connaît. Ceux qui étaient chefs de campagne des partis politiques étaient déjà nominés pour être déjà chefs de quartier. Vous comprenez? Donc, dans le quartier, chacun se connaît. Les résultats ont été affichés et les gens ont pris soin de photographier les résultats. Les modifier, ce serait créer des troubles au niveau des quartiers. Donc, les partenaires ont dit il faut laisser les quartiers à ceux qui les ont gagnés. Maintenant, au niveau des communes, négocier les résultats officiels qui ont été proclamés, ce n'est pas bon de les modifier pour ne pas faire entorse à la loi. Mais les résultats réels sont quand même connus aussi. Donc, basez-vous sur les résultats réels et essayez de négocier sur cette base-là. La mouvance a dit non. D'accord. C'est-à-dire, pour un exemple à Matoudou, par exemple, où vous êtes venu égal à égal, c'est-à-dire que les deux formations politiques de RPG a eu 14 conseillers, je ne sais pas, ou également. En tout cas, l'UFDG. Puisque vous prenez Matoudou comme exemple. Comme exemple. Comment ça devait se faire? Je suis à l'aise pour parler de Matoudou. Aujourd'hui, officiellement, l'UFDG a 14 élus, le RPG a 14 élus. Mais en réalité, l'UFDG a 15 élus, le RPG a 14 élus, l'UFR a 7 élus. C'est ça la réalité. Selon vous? Non, selon les résultats officiels sortis des bureaux de vote. C'est ça le résultat. Les autres partis, les mouvements, les partis indépendants ont totalisé aussi 10 voix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à Matoto, il y a un quartier où le RPG a eu 5 voix, l'UFD 62 voix. Il n'y a pas eu beaucoup de votes dans ce bureau de vote-là. À la totalisation, pour ce quartier, ils ont donné à l'UFDG 42 voix au lieu de 62 et au RPG, tenez-vous bien, 276 voix au lieu de 5 voix. Au lieu de 5 ça, c'est voix. Dans quel quartier? La Salaire. D'accord. L'un des plus grands quartiers de Matoto. Ce qui fait que le RPG a dit qu'il a remporté dans ce quartier alors que c'est sur la base de la falsification des votes des militants. Ce qui n'est pas acceptable. Les gens de l'Ansalaire savent aujourd'hui que c'est l'UFDG qui a gagné là-bas. Comment vous pouvez aller installer maintenant un chef de quartier RPG là-bas et que le climat social soit serein? D'accord. Honorable, je reviens sur le... J'ai pas fini. Rapidement. C'est la deuxième proposition. La troisième proposition, les gens ont dit bon, maintenant que vous ne vous attendez pas sur cette base-là aussi. Alors, les quartiers pour lesquels il y a contestation, reprenez le vote là-bas. On laisse tomber tout. Les quartiers qui sont contestés, vous reprenez le vote là-bas. À Thomas ici, par exemple, c'est un seul quartier. Sinon, l'UFDG a gagné dans tous les quartiers, sauf un seul quartier qui est contesté. Donc, on reprend le vote dans un seul quartier. Il y a des coins où ce n'est qu'un seul bureau de vote. Mais là, c'est l'opposition qui n'était pas d'accord pour la reprise de l'élection. Non, l'opposition a dit qu'elle est d'accord pour ça. C'est la mouvance qui dit non, nous reprenons, si vous voulez reprendre les élections, on reprend dans les 12 communes incriminées. Comment vous pouvez faire les élections à Ratoma ici, sur 1000 bureaux de vote, alors qu'il y a contestation qu'on a un seul bureau de vote? Un seul bureau de vote. Est-ce que c'est raisonnable ça? C'est pas raisonnable. Où on va trouver l'argent pour mobiliser les gens pour faire pour 12 000 bureaux de vote? Alors, honorable. Pour 12 communes. Voilà. Honorable, je reviens un peu sur le point par rapport à la loi sur la CENI. C'est vrai que l'inquiétude de l'opposition aujourd'hui pourrait se situer au niveau de la mandature des députés, parce que tout porte à croire qu'on s'achemine vers une certaine caducité par rapport au mandat des députés. Il faut aller vite par rapport sur cette question. Maintenant, vous parlez de CENI technique. C'est vrai que tout le monde en parle aujourd'hui en Guinée. Selon vous, à quoi ça ressemble cette CENI technique? Bon, il y a beaucoup d'explications autour de ça, la CENI technique. Votre compréhension au niveau de l'opposition? C'est-à-dire que la CENI technique, il y a, disons, un directoire composé de représentants des partis politiques. Encore des partis politiques, des représentants des partis politiques. Mais le vote, c'est entre les partis politiques. C'est eux qui compétissent. Alors que l'opinion voit tout autre. Non, attendez. Est-ce que vous pouvez prendre un arbitre sans que l'arbitre ne soit accepté par ceux qui sont arbitrés? C'est pas possible. Donc, il y a un comité, une sorte de directoire, composé maximum de 10 personnes,
Mais un directoire composé, par exemple, des acteurs de la société civile, ça vous dit pas? Ce n'est pas le mot, hein, c'est pas le directoire même, c'est non, voilà. On le dit simplement pour... C'est un mot que j'emprunte. Voilà. Un directoire composé de 10 personnes, égalité entre la mouvance et l'opposition, qui donne les orientations, qui donne les programmes. Et sur le plan de l'exécution maintenant des tâches, au niveau du transport, de la formation, tous les services qui sont au niveau de la CENI, là c'est que des techniciens communs. C'est ce qu'on appelle CENI plus technique. Mais c'est la CENI actuelle, c'est les délégués des partis politiques qui se sont retrouvés là. Ouais. Même M. Kouébouki qui est journaliste peut se retrouver peut-être chef d'un département formation, ou chef du département logistique, ou chef du département informatique, ou chef du département communication. Ça ne correspond pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de technicité à ce niveau-là. Donc, il s'est beaucoup plus technique. C'est-à-dire que les politiciens seront là pour être au fait de tout, d'être informés de tout, suivre tout, mais l'exécution sur le terrain revient aux techniciens. Oui, mais moi, je veux comprendre. S'il y a à côté toujours les politiciens, est-ce que on ne pourrait pas penser à une influence de ces politiques-là sur le fonctionnement de ce que vous pensez être? Parce que là-dessus, le président vous a toujours accusé de vouloir toujours... Si nous prenons aujourd'hui... Mais c'est cela. Si nous prenons aujourd'hui le journal de Sabari, on dit, bon, vous êtes CENI, c'est vous qui élégez, vous êtes indépendant. Qu'est-ce qui nous rassure que vous n'allez pas être aussi acheté? Pourquoi vous ne croyez pas? L'indépendance est un idéal. Voilà. On peut ne pas être indépendant, hein, parce que vous avez parlé de directoire. Oui. Parce que quelque part, il se peut qu'on soit vraiment dirigé par ce directoire-là. Absolument. Quand il y a une élection, une compétition entre des entités, il faut que ces entités-là soient là pour connaître les règles de la compétition. Oui, mais cette CENI technique que vous venez de décrire et celle qui existe actuellement, il n'y a pratiquement à mes yeux aucune différence dans le fonctionnement. Parce que si vous prenez la CENI actuelle, composée presque la même configuration, composée de représentants de l'opposition, de la mouvance, et puis de la société civile et de l'administration, ces directeurs-là, également à chaque département, ont des techniciens qui travaillent pour eux. Dans la plupart des missions, l'exécution des travaux sont faits par des techniciens. Ils ne sont pas directeurs. La CENI actuelle est une CENI 100% politique. On n'a pas besoin de connaître votre métier. Vous êtes désigné par un parti politique, vous êtes à la CENI, ou vous êtes vice-président, ou vous êtes président ou directeur d'une direction de la CENI là-bas. Ça, c'est la CENI actuelle. Elle est 100% politique. La nouvelle CENI que nous allons mettre en place, c'est une CENI, d'après les accords, qui va avoir beaucoup de doses de technicité. Il faut que le monsieur qui est à la CENI, qui dirige un département, ait quand même une certaine compétence technique à diriger un département logistique. Vous prenez un journaliste pour le mettre dans le département logistique. Et qui ne relève pas d'un parti politique. Non, il peut ne pas relever d'un parti politique. Il peut ne pas relever d'un parti politique. Et même s'il relève d'un parti politique, il faut qu'il soit un technicien avéré du poste auquel on doit l'affecter. Voilà, vous êtes sur Sabari FM 97.3 dans l'émission Comprendre l'actualité qui reçoit ce matin l'honorable Kalimodou Yansane, vice-président de l'UFDG chargé des affaires économiques et de développement, président de la commission énergie hydraulique à l'Assemblée nationale, tête de liste de l'UFDG dans la commune de Mantota. Alors, on a vous parlé de cette inquiétude du vote de cette loi sur la CENI avant le 4 juillet, alors qu'il y a un comité paritaire qui est mis en place pour travailler sur le document. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous restez également de l'Assemblée nationale. Ça bloque de quel côté? Ça bloque pas pour le moment. Le seul retard est dû un peu au fait qu'aujourd'hui, les membres du comité de suivi, il y a un qui est nommé ministre, deux qui étaient, je crois, à la Mecque, qui vont bientôt revenir. Mais je crois que c'est à la volonté politique, de tous les côtés, on peut traiter un document en moins d'une semaine. Le travail sur le texte est déjà fini. Oui, le texte existe. L'observation qui reste à faire. Le seul problème à régler, c'est ce problème de CENI. Est-ce que ça va être une CENI technique, politique encore? Est-ce qu'une CENI 100% technique? Est-ce qu'une CENI plus technique? Ça, c'est des choses qu'on règle. D'accord. Moi, pour terminer, avec ce mémorandum que vous avez déposé sur le Premier ministre, en ce qui concerne le contentieux sur le communal, de quelle décision attendez-vous du Premier ministre? Je pense qu'il va prendre une décision
en accord avec les autres, soit le dialogue continue, on fixe des critères de négociation pour l'attribution des communes, ou alors on est obligé de reprendre le vote dans les bureaux qui sont contestés. Parce qu'on n'aura pas le moyen, on n'aura pas le temps de reprendre le vote dans plus de 5000 bureaux de vote, dans les 12 communes incriminées. Je pense que c'est ça. Mais pour le moment, rien n'est réglé. D'accord. Tout est ouvert. On peut aller sur ce plan-là, c'est-à-dire élection dans les bureaux où il y a la contestation, parce que par ailleurs, tout le monde est d'accord. Vous devez savoir que sur toute la Guinée, partout en Guinée, il y a eu des vols massifs partout. Mais nous avons essayé de limiter notre champ d'action sur 12 communes. Principalement. C'est à ce niveau-là où on a mis vraiment des gens, et c'est à ce niveau où nous avons les preuves sous la main, irréfutables. Sinon, nous avons des documents, des pans entiers de précochés, des vols par procuration massifs, des vols par procuration massifs. Donc on a toutes ces preuves-là. Mais pour le moment, on s'est limité seulement à ces 12 communes. Sinon, sur toute l'étendue du territoire national, il y a eu le vol partout. D'accord. Mais on ne peut pas imaginer de reprendre toute l'élection voilà. dans toutes les préfectures de la Guinée. Ça a des coûts. Ça ne sera pas raisonnable. Voilà. Dans la présentation de notre invité, nous l'avons dit, il est président également de la commission énergie et hydraulique à l'Assemblée nationale. Alors, honorable Kalimodou Ansane, les Guinéens s'interrogent beaucoup plus aujourd'hui sur la desserte du courant électrique. On se pose la question, tantôt il n'y a pas de courant. Nous sommes presque à la saison hivernale. Et au niveau de l'Assemblée nationale, comment la question est débattue et quelle est la préoccupation réelle aujourd'hui de cette commission? Bon, d'abord je dois vous dire que la commission n'a même pas de bureau encore. Mais la mandature est presque terminée. C'est pour vous dire combien de fois cette assemblée n'est pas une assemblée... La commission n'a pas de bureau. Vous existez deux par le nom. La commission n'a même pas de bureau jusqu'à présent. Nous avons des bureaux là-bas qui sont fermés, qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas attribués. Ce n'est plus important. C'est pour vous dire combien de fois vous ne travaillez pas. Notre assemblée pêche par le manque de responsabilité des fois. Donc, je ne peux pas vous dire. Qui est responsable? Donc la commission là ne travaille pas parce qu'il n'y a pas de bureau. Nous travaillons actuellement dans le bureau du chef du file, non, du président du bureau du groupe parlementaire. Justement, on parle de ça maintenant parce que vous avez au moins un cadre pour pouvoir réfléchir. Voilà. Comment la question est traitée? Votre bureau, c'est dans votre voiture. Si nous avons un dossier concernant l'énergie, le dossier est traité dans les bureaux des collègues. La commission énergie, jusqu'à présent, n'a pas trouvé un local. Et cela s'explique par quoi? Le Parlement n'a pas été à la hauteur de trouver un bureau pour... Est-ce qu'au-delà du problème de local qui se pose, cela veut dire que vous ne travaillez pas? Cette commission ne travaille pas du tout? Non, on travaille. Voilà, justement, vous travaillez sur quoi? Dans le cadre de l'amélioration, par exemple... Nous travaillons comme vous travaillez aujourd'hui. Dans la chaleur ici, dans votre studio, il fait très chaud. Il nous fait quand même une mauvaise publicité, d'accord. On travaille comme de bons Guinéens. D'accord. Nous travaillons dans les bureaux de nos collègues. Si un dossier, vraiment, on sommes des... Est-ce que ça veut dire que vous travaillez simplement pour lever le doigt, pour voter pour... Voilà, justement. C'est ça votre travail? Non. Est-ce que vous faites des enquêtes parlementaires parce que les Guinéens se posent la question sur Caleta, on dit sur facturation, sur Apiti est là, on dit contrat gré à gré. J'ai l'impression qu'il ne travaille pas. Je dois vous dire, honnêtement, vous ne travaillez pas. Que je suis de l'opposition à l'Assemblée. Nous avons voté à l'Assemblée nationale l'année dernière des résolutions pour envoyer des missions d'enquête parlementaire à l'énergie, aux travaux publics et aux mines pour enquêter sur les actions du gouvernement à ce niveau-là. Jusqu'à présent, on n'a pas levé le petit doigt à l'Assemblée pour envoyer une mission. Ce n'est pas la faute de l'opposition. Des fois, c'est des propositions viennent de l'opposition, mais on n'est pas majoritaire. Et si la majorité n'est pas d'accord, l'action n'est pas développée. C'est ça le problème. Donc, en résumé... L'Assemblée nationale actuelle, nous n'avons pas pu, depuis qu'on est installé, nous sommes presque à la 5e année, on n'a pas fait un seul contrôle de l'action du gouvernement. Les lois que nous votons... Aucune commission. Nous ne savons pas si ces lois sont exécutées ou pas. Donc, nous n'avons pas
mener une seule action d'enquête parlementaire. Ouais. Alors, avec tout cela, honorable, vous ne vous reprochez de rien parce que quelque part vous êtes commis. Nous ne nous reprochons de rien parce que nous on proteste. C'est cela votre travail. C'est ça notre travail. Hein? Oui. On dénonce. Mais si nous sommes minoritaires, notre voix ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? Nous protestons, nous proposons, on fait des réactions, des fois vives, mais si on n'est pas majoritaire, c'est une démocratie aussi. Hein? Alors, de façon spécifique, puisque vous êtes le président de cette commission énergie et hydraulique, mais je parle bien de l'énergie, oui. Il y a depuis plusieurs mois, pour ne pas dire une année déjà, que EDG a installé les compteurs prépayés dans les ménages. Mais ça pose problème aujourd'hui. On fait payer des factures qui, aux yeux des populations, ne se suffisent pas. Vous faites 1 mois, 2 mois, on vous amène une facture de plus de 500 000 francs, d'autres 1 million, d'autres 600 000, alors que les gens n'ont même pas de climatiseur dans leur ménage. Certains même n'ont pas de congélateur. Non, il faut considérer la vérité aussi. Tout n'est pas rouge, tout n'est pas mauvais. Installer un compteur, dire que ce qui est sur le compteur, c'est pas ce que vous avez contrôlé, c'est un peu malhonnête, c'est un peu. C'est pas malhonnête, mais c'est un peu. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est incongru. Comment le compteur peut savoir que c'est ce que vous dites, je veux de facturer plus? Est-ce que les gens de EDG règlent les compteurs pour consommer plus que, pour marquer plus que ce que vous avez consommé? Ce n'est pas correct ça. EDG installe des compteurs. Et ce que vous consommez passe par le compteur. Ce qui passe par le compteur, c'est ce que vous payez en fonction du tarif officiel. Alors, honorable. Si vous ne voulez pas ça, vous allez au prépayer. Tout est possible. Mais il ne faut pas dire que EDG facture des gens de consommation qui n'ont pas eu à... Honorable, vous n'avez pas la possibilité de faire un contrôle sur l'action gouvernementale. D'ailleurs, encore moins, vous ne pouvez pas aller enquêter au niveau du département de l'énergie. Mais est-ce que ça vous arrive à voter contre ce projet de loi? Parce que l'énergie est venue défendre son budget, et le budget a été discuté en plénière, puis ça a été validé. Est-ce que vous avez voté contre? Il nous arrive des fois de voter contre le budget. Mais des fois, on vote pour ou on s'abstient. Le budget, c'est le budget du gouvernement qui est en place. Le budget, c'est la traduction chiffrée de la politique d'un gouvernement. Qu'on vote pour ou qu'on vote contre, le gouvernement va toujours exécuter son budget. Mais si un dossier de l'énergie arrive sur notre table, qui ne tient pas compte du coût de la vie, qui est mal ficelé, nous votons contre. Mais même si nous votons contre, comme c'est des lois ordinaires, il suffit de la majorité plus une voix, la loi passe. La loi passe. Aujourd'hui, à l'Assemblée, la chance que la Guinée a, c'est que l'opposition est une opposition qui a la possibilité de bloquer les lois organiques. Là, il faut la majorité qualifiée. Sinon, aujourd'hui, on aurait déjà voté la loi sur le 3e mandat. Hein. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons aborder ce dernier sujet avec notre invité Kalimodou Yansani, vice-président de l'UFDG, chargé des affaires économiques et le développement, mais également président de la commission énergie hydraulique à l'Assemblée nationale. C'est cette campagne qu'on appelle coup de poing, lancée par les nouvelles autorités, notamment le Premier ministre, dans la lutte contre l'insalubrité à Conakry. Selon vous, quelle est la problématique réelle de la gestion des ordures en Guinée? Bon, je crois que le PM a bien fait de descendre dans le fossé pour lancer ce que vous appelez opération coup de poing pour l'assainissement de la ville de Conakry. Mais je crois que l'assainissement, ce n'est pas une activité ponctuelle. C'est une activité pérenne. Parce que quotidiennement, on décharge les ordures un peu partout. L'homme produit des ordures. L'homme produit des saletés. Donc, ce n'est pas une action coup de poing qui peut régler un problème comme ça. Et ce n'est même pas, je crois, l'esprit du Premier ministre. Je crois que c'est pour simplement donner le premier coup de pioche à l'action. Maintenant, ce qu'il faut faire, de mon point de vue, Conakry n'est pas une ville difficile à assainir. Si vous observez bien Conakry, la ville s'étend sur 36 km à peu près, avec une largeur moyenne de 2 km 500 à 6 km maximum. Donc c'est une ville qui est facile à régler. Et Conakry a 2 pentes, 2 bassins versants. Vous avez le bassin
sud, si vous quittez l'aéroport, vous allez dans l'Egbessia, vous montez comme ça jusqu'à Tannery, Kissoso et autres, tout ça c'est le bassin sud. L'autre côté, les Ratoma, vous allez à Yataya jusqu'à Lambagne, ça c'est le versant nord. Et la route Le Prince est sur la crête. Ouais. Donc toutes les eaux qui tombent à ce niveau vont soit au sud, soit au nord. Dans les deux sens. Donc là c'est facile de recueillir les eaux et de les drainer vers la mer. Si Conakry était une ville plate, comme la zone de Kola et autres, on pourrait dire que l'assainissement est un peu difficile. Mais Conakry est une ville quand même qui est quand même très facile à assainir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, de mon point de vue, rendre les communes responsables de l'assainissement de leurs communes. Les maires responsables de l'assainissement des communes. C'est ce que la loi prévoit. Il faut qu'au niveau des marchés, il y ait des lieux pour déposer les ordures. Il n'y a pas un seul endroit dans les quartiers aujourd'hui où vous pouvez venir déposer votre ordure, vos déchets. Il n'y en a pas. Et si vous vous levez le matin, vous avez fait la cuisine, vous avez épluché les mangues, les machins et tout ça là, toutes les saletés que vous avez à main, vous n'allez pas mettre ça sur votre lit. Vous êtes obligé de mettre quelque part. S'il n'y a pas un seul endroit qui est indiqué pour ça, vous mettez dans la rue, dans le fossé. Et lorsque le fossé est plein de saleté, les eaux qui viennent là sont obligées d'aller dans la rue. Et les saletés vont flotter et vont aller avec. C'est ça la problématique de la saleté à Conakry. Il y a une zone à Tanene, pardon, de 8 hectares qui est réservée pour le traitement des ordures. Pourquoi ne pas déterminer des zones tampons de regroupement et d'envoyer carrément toutes les ordures de Conakry à Debé-Kalaba pour le traitement? J'ai vu des opérations comme déguerpir les gens de Amdalaï à côté de la décharge. Honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'il est plus facile et moins coûteux de déplacer les populations et les maisons là que de déplacer les ordures? Je pense qu'il faut déplacer les ordures, laisser les populations se placer. C'est moins coûteux, ça crée moins de problèmes sociaux que déplacer les populations. De déplacer les populations. Voilà, donc moi je pense que d'abord, les ordures, c'est pas une affaire de coup de poing. Ouais. Venir en une journée, faire des trucs, abandonner, ça ne marchera pas. D'accord. Il faut une action pérenne et il faut décentraliser. Il faut trouver des points de regroupement et trouver un point central de traitement des ordures. Pour Conakry, c'est ce qu'il faut. Il faut donc, à cet effet, rendre les maires des communes responsables de cela. D'accord. On aura eu peut-être pas assez de temps. On aura le temps prochainement de revenir sur d'autres aspects, notamment les travaux publics, parce qu'on vous connaît dans ce département très longtemps. Donc ce n'est que partie remise. Qu'est-ce que vous voulez savoir dans les travaux publics? Non, c'est vrai, il y a une question de temps, mais un peu de mots. C'est pas Koloba doit avoir une seule question, un peu de commentaire pour qu'on puisse finir cette émission. Oui, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais toute la fois qu'il a été question d'avoir votre point de vue sur l'exécution des travaux publics dans le domaine routier en Guinée, vous êtes souvent obtenu pour dire que les travaux publics sont dirigés par vos amis. Est-ce que vous privilégiez l'amitié ou par rapport à l'action sur le terrain? Quel est le regard de spécialiste, puisque vous avez été durant plusieurs années directeur régional de travaux publics pour la région de Kindia, vous en savez beaucoup plus l'état des routes aujourd'hui? Effectivement, je n'ai pas dit que les TP sont dirigés par mes amis. Allez, vous l'avez dit quand même. Mais les TP sont dirigés par mes anciens collaborateurs. Quand j'ai quitté les TP pour l'Assemblée, j'étais parmi les doyens. Tous ceux qui sont là-bas, soit je les nommais, soit je les commandais à un moment donné. Donc c'est des collaborateurs des années durant. Et les programmes qui étaient développés au niveau des TP, j'étais vraiment responsable de tout ça. Et si je dois critiquer ce département, je dois le faire avec recul, avec preuve de circonspection. Non, avec ceux qui sont en train d'exécuter aujourd'hui. Parce que beaucoup sont formés par moi, d'autres ont été encadrés à un moment donné par moi. Je me sens des fois responsable ou même coupable. Ouais. Si quelqu'un est en poste aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur alors qu'il était plus ou moins encadré par moi. Vous vous sentez un peu comptable. Donc je les rencontre quand ils sont en commission
Je le dis les 4 vérités, mais je ne viens pas à la presse pour dire ça ne va pas à ce niveau, ça ne va pas. Non, ça ne sera pas normal. Si vous quittez aujourd'hui la radio Sabari, vous n'allez pas aller à une autre radio pour aller parler mal de Sabari, ce ne sera pas loyal. C'est ça le problème. Merci Kalimoudou Yansane, il était notre invité ce matin. Nous avons débuté par sport, on termine par sport. Votre équipe de choix pour le mondial? Oh, malheureusement la Guinée n'est pas là, sinon j'allais choisir la Guinée. Mais moi aujourd'hui je suis vraiment pour l'équipe de France. L'équipe de France. Merci à tous d'avoir été de nous. C'est la fin de cette émission Comprendre l'actualité. Surtout ne bougez pas tout à l'heure à partir de 10h05 l'émission Balle au pied avec un spécialiste sportif. Nous allons parler de cette Coupe du Monde. Merci à notre invité Kalimoudou Yansane. Je rappelle vice-président UFDG chargé des affaires économiques et du développement. Également président de la commission énergie et hydraulique à l'Assemblée nationale. Tête de liste de l'UFDG dans la commune de Matoto. Il était notre invité. Avec le même plaisir, nous vous donnons rendez-vous demain. Ça dépend. Si demain c'est la fête, on se reprend la semaine prochaine pour un autre numéro de Comprendre l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport.